Mon parcours il est tout à fait classique et très répandu à mon avis dans le monde de l'astronomie. J'ai commencé assez jeune, quand j'étais ado, vers 13-14 ans. À l'époque, je lisais de temps en temps Sciences et Vie. Et un peu par hasard, je suis tombé sur la Sciences et Vie, un hors-série astronomie, qui m'a donné l'envie d'observer le ciel. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses au-dessus de nous et qu'il suffisait de lever les yeux pour les observer. Et puis de fil en aiguille, je me suis inscrit dans un club d'astronomie près de chez moi, à Nantes, qui m'a permis de rencontrer des gens, d'observer avec du matériel. J'ai eu une lunette, puis ensuite un télescope. Et puis après un break de quelques années, pour raisons familiales, au début des années 90, en fait, au tout début du numérique, je me suis dit, oh là là, je sentais que c'était une révolution, quelque chose qui allait complètement bouleverser la pratique de la photo astronomique. Et je me suis dit, là, je ne peux pas passer à côté. Et je me suis procuré, à l'époque, ce qu'on appelait une caméra CCD, à une époque de début des années 90 où les appareils photo numériques n'existaient pas encore. On ne trouvait pas dans les magasins. Oui, au fil de mon parcours, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont ouvert des horizons, des perspectives. Je pense en particulier au président de l'association dans laquelle je me suis inscrit ado, qui était un homme formidable, qui construisait des optiques de télescopes, qui construisait des télescopes, qui faisait des programmes informatiques. Enfin, c'était un touche-à-tout de génie et il était d'un dynamisme formidable et il m'a fait découvrir énormément de choses en astronomie. Ensuite, au début des années 90, quand je me suis donc plongé dans l'imagerie numérique, j'ai eu la chance de rencontrer Christian Buil, qui a été le premier Français à construire ces fameuses caméras CCD. Donc lui, c'est quelqu'un qui travaille dans l'aérospatiale, un puits de science au niveau sciences astronomiques et aussi au niveau technique. Pour construire une caméra CCD, il faut beaucoup de connaissances, notamment en électronique, en physique, en optique. Donc c'est aussi quelqu'un de formidable qui m'a donné l'opportunité de l'accompagner au Pic du Midi lors d'une mission sur la comète Shoemaker-Levy en juillet 1994, qui a été un souvenir aussi extraordinaire. À la suite de ça, j'ai rencontré quelqu'un qui était une des plus grandes références en termes de photos planétaires, qui était Gérard Terrin, qui m'a donné goût puis qui m'a permis aussi de progresser en photo des planètes, de la Lune, du Soleil. J'ai rencontré aussi, plus ou moins à ces époques-là, Serge Brunier, qui était à une époque rédacteur en chef de Ciel et Espace, qui m'a aussi beaucoup soutenu, qui a fait des articles, avec qui j'ai fait mon premier livre, écrit mon premier livre, Le Grand Atlas de la Lune, chez Larousse, qui m'a aussi mis le pied à l'étrier de l'édition. Et j'en oublie certainement d'autres, mais ce sont les personnes qui me viennent à l'esprit en premier lieu. Les outils de base, c'est très simple, c'est un appareil photo. Alors j'allais dire appareil photo numérique, mais aujourd'hui tous les appareils photo sont numériques. Et c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé notre vie par rapport à l'argentique. L'argentique, c'était très difficile. On n'avait pas de résultat tout de suite, les pellicules n'étaient pas sensibles. Il fallait une persévérance de fou pour arriver à sortir quelque chose de bien. D'ailleurs, il y avait très peu de gens qui sortaient des choses, on va dire, regardables. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut quasiment avec un smartphone déjà faire des photos, faire quelques photos de phénomènes célestes, que ce soit avec ou sans un télescope. Alors, évidemment, l'appareil roi, c'est l'appareil réflexe numérique. Aujourd'hui, on trouve des boîtiers réflexes, notamment d'occasion à 200-300 euros, qui sont tout à fait performants et qui peuvent donner des résultats pour peu qu'ils soient évidemment maniés de la bonne manière. Et là, il y a évidemment un apprentissage, donner des résultats tout à fait extraordinaires et qui sont capables de surpasser tout ce que les grands télescopes pouvaient produire dans les années 70. Alors,
il est vrai que les grands télescopes font des images formidables. Et le service de la communication de la NASA, notamment, est un service très performant qui diffuse des images de Hubble un peu partout dans le monde. Et on me pose régulièrement la question, mais pourquoi maintenant faire des photos du ciel alors que Hubble fait des photos si belles? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a le fait de le faire soi-même. Je prends souvent l'exemple de la musique. On peut acheter des disques de très grands musiciens. Il n'empêche que quand on se met soi-même au piano, au violon ou à n'importe quel instrument, on a joué soi-même. Et même si c'est moins joli, eh bien on a expérimenté la chose. Le deuxième aspect aussi, c'est que ces grands télescopes sont rarement dans l'événementiel. Nous les amateurs, on peut photographier des satellites qui passent dans le ciel, une éclipse, une pluie d'étoiles filantes, un beau paysage avec un beau ciel, une belle voie lactée. Ce sont toutes ces choses qu'en fait ces grands télescopes ne savent pas faire. Donc quelque part, nous on est aussi complémentaires. Et on peut aussi montrer à tout le monde que le ciel est accessible à tous et qu'on peut en faire des photos magnifiques sans avoir du grand matériel et d'une autre manière que ce que font ces grands télescopes. Alors l'idéal de l'astrophotographe, c'est de faire des photos je dirais sans être ingénieur, physicien ou technicien, et c'est ce qu'on peut faire de plus en plus aujourd'hui. Les appareils sont de plus en plus performants, il y a un certain nombre d'automatismes, alors qui marchent plus ou moins bien en astronomie, mais je dirais que les appareils sont de plus en plus faciles à utiliser et performants, et c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'on fait de la photo, ne pas avoir à devenir un technicien, mais rester un astronome et surtout un contemplateur du ciel qui garde un souvenir, comme aujourd'hui quand on va visiter la Tour Eiffel, les chutes du Niagara ou je ne sais quel autre beau site, on l'admire, on ramène des photos souvenirs sans avoir eu à avoir les yeux sur l'appareil photo sans pouvoir profiter du spectacle. Alors, depuis quelques années, j'aime bien faire des événements astronomiques, entre guillemets, que ce soit une pluie d'étoiles filantes, une éclipse ou un passage de station spatiale. Il y a quelques jours, j'ai filmé le passage au sud de la France de la capsule Dragon, qui allait ravitailler la station spatiale. Et la station spatiale elle-même est un objet qui est fabuleux dans le sens où il est très facile à observer, même en ville. Et de temps en temps, si on sait comment se préparer, on peut le voir passer devant le soleil ou la lune. Et c'est aussi des événements qui sont très fugitifs, ça dure à peu près une demi-seconde à une seconde. Il faut être exactement au bon endroit, au bon moment, parce qu'il faut être dans un petit corridor qui fait moins d'1 kilomètre de large. Donc c'est tout cet aspect préparation, où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais pouvoir installer mon matériel, et puis déclencher la photo exactement à l'heure prévus par les calculs que je ne fais pas, qui sont faits déjà par des sites web. Donc là non plus, j'ai pas besoin d'être ingénieur pour préparer tout ça. Et puis c'est toute l'adrénaline au moment où l'événement arrive, déclencher la photo au bon moment, après sur l'appareil vérifier que la station est bien visible devant la lune ou le soleil. C'est toute cette émotion qui est pour moi intéressante et que je vis de la même manière que je peux vivre sur une éclipse totale aussi, qui est quelque chose d'extrêmement intense au niveau émotion, ou des aurores boréales aussi. J'ai la chance de pouvoir aller observer des aurores boréales tous les hivers en Norvège. Et là aussi, c'est une émotion extraordinaire.
Alors, le croissant lunaire, ça aussi, ça a été un autre challenge que je me suis mis sur le dos et qui n'était pas le challenge le plus simple. Techniquement, c'était relativement compliqué. J'avais vu par le passé des très fins croissants lunaires photographiés, et même un croissant lunaire 5 ou 10 minutes après la nouvelle lune. La personne qui l'avait pris, c'est un Allemand, n'avait pas réussi à prendre exactement au moment de la nouvelle lune. Il avait eu des nuages et les nuages s'étaient dissipés quelques minutes plus tard. Et je m'étais dit, je vais essayer de le faire, mais vraiment à la minute même de la nouvelle lune. Ça a été un petit peu compliqué parce qu'il a fallu aussi que je trouve un endroit sans nuages. Et ce jour-là, les nuages couvraient à peu près toute la France, donc je suis parti dans le sud-ouest pour faire ça, donc j'ai fait aussi pas mal de kilomètres. La particularité de ce croissant, c'est d'être très très près du soleil. Et évidemment d'être photographié en journée. Donc j'étais à 5 degrés du soleil. 5 degrés, c'est un angle qui est très faible. Donc la lumière du soleil à la fois est très éblouissante. Le croissant est extrêmement mince et extrêmement peu brillant. Et évidemment, la lumière du soleil est dangereuse pour l'instrument et pour l'œil. Il faut prendre de grosses précautions pour éviter d'endommager soit l'instrument, soit l'appareil photo, soit l'œil de l'observateur. Alors ce croissant, je ne l'ai jamais vu à l'œil nu, il est invisible en fait, on ne peut pas le voir dans l'instrument avec nos yeux. C'est uniquement en faisant une photo, une vidéo, en l'occurrence j'ai fait une vidéo dans l'infrarouge pour atténuer le bleu du ciel. Et c'est ensuite par empilage de ces images vidéo et par traitement que j'ai réussi à faire ressortir ce fin croissant. Et donc une fois la prise de vue effectuée, j'ai rangé le matériel, j'ai tout installé sur l'ordinateur, j'ai traité la vidéo et c'est à ce moment-là seulement que j'ai vu que la prise de vue avait réussi. Le traitement, il demande combien de temps à peu près? Bon, avec les moyens de l'époque, il m'a demandé entre 1 et 2 heures. Aujourd'hui, on le fait quoi, en une demi-heure? Oui, moins que ça, plutôt 10 minutes, un quart d'heure. Les références, en fait, il y a aujourd'hui énormément d'amateurs qui font des choses formidables dans tous les domaines de l'astronomie. La plupart d'entre eux se sont spécialisés dans des domaines particuliers. Il y en a qui se sont spécialisés dans le fait de faire des paysages célestes à grands champs dans des sites tels que les grands télescopes au Chili ou d'autres sites magnifiques comme ça. Je pense à plusieurs étrangers dont je ne connais pas exactement les noms précisément, en plus c'est des noms un petit peu compliqués. Il y a d'autres amateurs qui se sont spécialisés dans la haute résolution des planètes. Je pense notamment à Damien Peach, en anglais, Damien Peach, ou Anthony Wesley, qui est je crois australien, d'autres personnes. Il y a aussi des Français qui font des choses très, très, très bonnes dans ce domaine. Dans le domaine du ciel profond, je pense à des Américains comme Robert Gendler ou Jay Gabani, ou même des Français comme Nicolas Outers qui a découvert une nébuleuse planétaire, ou l'équipe qui s'appelle Apoteam qui a installé une lunette au Chili. Voilà, il y a énormément de gens aujourd'hui qui font des choses de plus en plus belles, et avec les moyens qui se sont, on va dire, plus ou moins démocratisés, il y a de plus en plus de gens qui font aujourd'hui des choses absolument extraordinaires. Oui, je pense que paradoxalement, on n'a jamais vécu dans un monde aussi de science et de technique. On a tous des appareils photo, des smartphones, on utilise tous Internet. On est environné de technologie et paradoxalement, la distance du grand public avec la science et la technique n'a peut-être jamais été aussi grande. Je pense qu'il faut vraiment réconcilier les deux. La science, c'est pas juste réservé aux polytechniciens ou aux gens qui ont fait des études scientifiques très longues. La science, elle est accessible à tout le monde, et parmi les sciences, l'astronomie, moi je trouve que c'est la reine des sciences accessible à tous, parce qu'avec
Simplement avec l'œil nu, il suffit de savoir quand et où regarder pour voir énormément de choses. Moi, dès que j'ai des amis ou des collègues de travail à qui je peux faire observer des planètes, des étoiles le soir, tiens, ça c'est Jupiter, ça c'est Vénus, ça c'est un passage de la station spatiale, c'est des choses qu'ils auraient pu voir mais qu'ils n'ont jamais vues. Et tout de suite surgissent des questions, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment on peut savoir tout ça. Donc la curiosité du public, elle s'éveille dès qu'on parle de ce sujet, dès qu'on parle d'astronomie. Il suffit de la susciter un tout petit peu et je pense que le rôle de ces associations scientifiques, il est vraiment fondamental pour encore une fois réconcilier le public avec la science, qui est quelque chose vraiment d'intéressant, pour peu que ce soit présenté de manière simple et ludique. Alors, pour les disciplines scientifiques, je pense que, comme on disait tout à l'heure, c'est de se rapprocher soit de clubs d'astronomie, soit d'associations scientifiques qui leur feront découvrir tous ces aspects-là sans avoir à eux-mêmes acheter du matériel, tout au moins dans un premier temps. On n'a pas, pour observer le ciel, on peut le faire à l'œil nu, on peut le faire avec des jumelles, on peut le faire dans des instruments au sein d'un club ou d'une association. Et puis après, un jour, si on veut acheter son propre matériel, on le fait au moins en connaissance de cause. Je pense que pour l'astrophotographie, aujourd'hui, les matériels sont devenus tellement performants qu'un simple appareil photo numérique, encore une fois plutôt un réflexe, si on peut, sur un simple trépied, on peut déjà faire énormément de choses, de beaux paysages célestes avec un joli premier plan terrestre, un passage de station spatiale, des étoiles filantes. Les gens qui ont la chance de voyager en Scandinavie ou en Islande, des aurores boréales, une éclipse aussi, de belles éclipses qui arrivent régulièrement, des éclipses de lune et des éclipses de soleil. Il y a énormément de choses accessibles aujourd'hui avec du matériel quasiment grand public. Bon, évidemment, tout n'est pas possible. On ne fera pas une photo détaillée des cratères de la Lune avec juste un simple appareil photo. Dans ce cas-là, il faut pas se procurer une lunette ou un télescope. Mais là aussi, avec des moyens, on va dire, relativement modestes, on peut arriver encore une fois à des résultats qui vont surpasser ce que les plus grands télescopes au monde obtenaient dans les années 60, 70, voire 80, c'est-à-dire avant l'avènement du numérique. Le numérique en astronomie, ça a été une révolution comparable à l'invention de la photo elle-même, et c'est quelque chose dont on a la chance de vivre aujourd'hui et dont il faut absolument profiter.